Donc aujourd'hui, nous allons parler des exoplanètes. Et pour cela, nous avons invité 2 conférenciers. Et donc, je laisse le soin à Gérard Laruelle de vous présenter plus en détail cette séance. Donc Gérard, à toi le micro. Merci, bonjour à tous. Donc, je voudrais d'abord remercier le Palais de la Découverte qui nous accueille régulièrement pour nos soirées parisiennes de l'Académie de l'air et de l'espace. Enfin, les soirées qui commencent à 14h, mais c'est pas grave. Donc, je vous rappelle que l'Académie est essentiellement à Toulouse, mais qu'il y a quand même un cœur parisien important. Donc, on se réunit en gros 3 fois par an. Et puis, pour faire des présentations, inversement, à l'Académie, il y a un certain nombre d'activités à Toulouse, mais dans beaucoup d'autres villes. Donc, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Je vais donner tout de suite la parole à Philippe Cazin, qui va vous présenter donc notre première conférencière. Bonjour. Alors, donc, sur cet après-midi qui est réservé au vaste monde des exoplanètes, la première conférencière, c'est Annie Baglin. Annie Baglin est directrice de recherche émérite au CNRS. Elle travaille au laboratoire d'astrophysique spatiale et d'instrumentation en astronomie à l'Observatoire de Paris. Elle est une spécialiste en physique stellaire et elle a eu un rôle assez important autour de la mission spatiale Corot qui a été menée il y a quelques années sous l'égide du CNES. Donc elle est très bien placée pour nous faire la première conférence qu'elle a intitulée « Des planètes par milliers ». Annie, oui, pardon. Des exoplanètes par milliers. On sait qu'il y en a 8. Voilà. À vous la parole. Ça ne marche pas. Donc, c'est des exoplanètes par milliers, en fait. Pour compléter ce que vous disiez, je me suis intéressée aux planètes assez tardivement et vous verrez que c'est un concours de circonstances, mais que j'ai adoré ce sujet et que ça me fait très plaisir de vous en parler. Donc, on va essayer de... Alors, je vais essayer de me servir de ça. Donc, j'ai décomposé mon exposé en quelques chapitres. Donc, d'abord l'histoire, ensuite... Si je fais ça, si je me tourne, vous m'entendez encore? Ouais. Bon, les méthodes d'observation, où est-ce qu'on en est actuellement de l'ensemble de la recherche d'exoplanètes. Et puis, je vous parlerai un petit peu de la manip Corot, parce que c'est celle dont je me suis beaucoup occupée, et puis on m'a demandé de le faire. Et puis, c'est un fleuron du CNES, quand même, cette histoire. Et puis ensuite, on verra comment on voit actuellement la situation des systèmes planétaires qui commence à être extrêmement différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Donc, un système planétaire, c'est quoi? Eh bien, c'est une étoile, une ou plusieurs étoiles d'ailleurs, autour de laquelle tournent une ou plusieurs planètes. L'étoile est donc grosse, massive. Elle est composée de gaz, elle est très chaude à son intérieur, et elle rayonne par elle-même. C'est la source d'énergie de l'ensemble du système. La planète, elle est petite, beaucoup plus petite que l'étoile. Elle est inerte, presque inerte. Enfin, il y a quelques sources de chaleur, de radioactivité, de choses comme ça, mais l'essentiel vient de l'extérieur. Et elle est beaucoup moins massive que l'étoile, et elle réfléchit la lumière autour de... Voilà un exemple. Alors, on commence à comprendre un petit peu mieux la structure interne des planètes. Bon, la Terre a joué un rôle extrêmement important là-dedans, parce qu'on a compris beaucoup de choses sur la structure de la Terre. Et donc, une exoplanète, c'est vraiment ou on peut appeler ça aussi une planète extrasolaire. C'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. C'est tout bête. Alors, suite à des remarques de Gérard Laruelle, j'ai fait un petit rappel sur les unités en astronomie. Alors, les unités en astronomie, c'est des grandeurs astronomiques.
Donc c'est très très difficile, c'est même très difficile à s'imaginer parce que c'est très difficile à comparer aux unités de la vie courante. Donc les unités de longueur, c'est minimum l'unité astronomique, 150 millions de kilomètres, qui est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Et puis, comme on va beaucoup plus loin que ça, on utilise une autre grandeur qui s'appelle l'année-lumière, qui est donc quasiment 10 milliards de kilomètres. Et c'est la distance parcourue par la lumière en un an, et c'est 5 ordres de grandeur supérieurs à l'unité astronomique, minimum. Alors, les unités de temps, ben ça c'est un peu plus simple, la seconde, l'année, mais il y a le million d'années et le milliard d'années qui sont inaccessibles à notre entendement courant. Et là, on travaille sur 14 ordres de grandeur. Alors, les unités de masse, c'est pareil, c'est très, très différent des masses que l'on connaît, puisque notre référence, c'est la masse du Soleil, qui fait 2 puissance 33 grammes, et la masse de Jupiter, à peu près 1/1000 de la masse du Soleil. La masse de la Terre, c'est 300 fois moins que la masse de Jupiter. Là où on se retrouve, c'est dans les densités. Les densités de ces objets sont du même ordre de grandeur que celles qu'on trouve sur la Terre, quelques grammes par centimètre cube. Le Soleil et Jupiter, c'est plutôt 1,4, la Terre, c'est 5 à peu près, enfin bon, c'est les métaux, etc. Mais là, on se retrouve, quoi. Alors, donc, puisque je vous parle d'exoplanètes, c'est d'autres mondes. Donc, je voulais vous rappeler simplement rapidement qu'en fait, cette idée de l'existence d'autres mondes est très, très ancienne, puisqu'on en trouve des traces dans toute l'Antiquité. Et en particulier, il y a un texte d'Épicure qui est assez amusant, qui dit qu'effectivement, il pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour constituer un monde. Et ça, Jean-Loup, je pense, vous en parlera plus après, des animaux, des plantes et des êtres que nous observons. L'idée que la vie existe ailleurs. Alors, il y a un autre auteur du XVIIe siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bernard de Fontenelle, et qui a écrit un texte que je vous conseille de lire si vous ne l'avez jamais lu, qui s'appelle « Les entretiens sur la pluralité des mondes », et qui est une dissertation entre un philosophe et une marquise, et qui est absolument délicieux. Et le philosophe dit il y a des mondes habités ailleurs, et la marquise répond « Mais si c'était le cas, les habitants de la Lune, on les aurait déjà vus ». Ce qui reste une interrogation courante encore. Alors, la chose vraiment importante, c'est que nous sommes entrés depuis 20 ans maintenant, dans l'ère scientifique. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les hypothèses plus ou moins philosophiques, mais maintenant nous avons des faits et nous pouvons employer la méthode scientifique. Alors, cette affaire a commencé en 1995, qui a été l'année de la découverte de la première exoplanète, et cocorico, ça s'est fait en France, à l'Observatoire de Haute-Provence, avec un équipement qui avait déjà une vingtaine d'années, mais un détecteur, un spectrographe de très très grande qualité. Alors, en fait, ce qui est amusant, c'est de savoir que cette découverte de l'exoplanète a été obtenue au bout d'une quinzaine d'années de ce programme, qui avait d'abord un autre objectif, qui était d'observer les étoiles doubles. Mais tout d'un coup, on a trouvé un petit objet qui tournait, on s'est dit, qu'est-ce que ça peut bien être ? Et c'est devenu une planète. Oh, pardon, là, il y a une petite erreur de présentation. Alors, la première planète découverte, évidemment, ça a été tout à fait extraordinaire. C'était autour d'une étoile qui est à 50 années-lumière à peu près, et qui ressemble beaucoup au Soleil, l'étoile qui s'appelle 51 Pégase. Alors, sa planète est tout à fait étonnante parce que
elle tourne autour de l'étoile en 4,7 jours, à 1/100e d'unité astronomique, c'est-à-dire l'unité astronomique, je vous rappelle, c'est la distance Terre-Soleil, et elle a une masse qui est presque la moitié de la masse de Jupiter. Donc cette découverte a été tout à fait étonnante, et d'abord elle a fait l'objet de beaucoup de débats dans la communauté astronomique, parce que on avait le sentiment que, évidemment, le système solaire, notre système solaire, c'était je dirais, le standard des systèmes éventuellement planétaires. Et tout d'un coup, on est tombé sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Vous voyez là, l'étoile. Alors, les distances sont à peu près, sont pas tout à fait conservées, mais presque. Donc, ça, c'est le système solaire, avec les 4 planètes rocheuses intérieures, et puis Jupiter qui serait très très loin à côté. En revanche, pour 51 Pégase, la planète qu'on a découverte se trouve à peu près ici. Et elle a la masse et le rayon de Jupiter. Donc, alors cette planète a été découverte par la méthode spectroscopique, dont je vais vous reparler tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on fabrique, c'est qu'on regarde la planète tourner autour de l'étoile, ou plutôt on regarde l'étoile tourner autour du centre de gravité de la planète, on va en reparler, et on peut observer ainsi sa périodicité et du coup déterminer approximativement sa distance à la planète. Donc ça, c'est vraiment la naissance de ce domaine qu'on appelle maintenant l'exoplanétologie, qui a fait des progrès considérables en une vingtaine d'années. Alors, donc, on va revenir rapidement sur comment observer les exoplanètes. Alors, évidemment, c'est pas facile, parce qu'une exoplanète, c'est une bougie très très rouge à côté d'un gros phare. Donc, les distances sont faibles pour nous, même si elles sont considérables dans l'espace. Les distances relatives sont très faibles, et il y a un gros problème de contraste. Donc, mais heureusement, en fait, on peut étudier de façon indirecte l'existence de la planète. Donc, vous voyez là que, en fait, un système planétaire, ce sont 2 objets gravitationnellement liés qui tournent l'un autour de l'autre. Mais en fait, ce qui est fixe par rapport aux 2 objets, c'est le centre de gravité du système. Donc, en fait, la planète et l'étoile tournent toutes les 2 autour du centre de gravité du système. Et donc, l'étoile tourne aussi, à la même vitesse, évidemment, que la planète, mais elle tourne beaucoup plus près du centre de gravité du système parce qu'elle est beaucoup plus lourde. Donc, on peut cependant observer les mouvements de l'étoile, ou même un autre phénomène dont je vais vous parler après, et qui permet de détecter la présence d'un corps autour duquel tourne l'étoile, tourne la planète, pardon. Et donc, on peut ainsi tenter des méthodes indirectes qui vont nous permettre, en observant l'étoile, de comprendre l'existence de la planète. Alors, je peux peut-être continuer comme ça. Alors, évidemment, on aimerait bien faire des images directes, mais ça, peut-être, Jean-Loup vous en parlera un peu plus. Mais c'est pour le moment un espoir qui n'est pas réalisable. Je vous dis, par exemple, si on veut faire une image de la Terre à cette résolution, il faudrait qu'on puisse avoir un pixel qui fait 220 km à peu près, la résolution de votre appareil photo. Alors, en fait, à 10 parsecs, alors c'est 30 unités astronomiques, 30 années-lumière, excusez-moi, il y a une erreur là. 200 km, ça fait à peu près un dixième de millionième
de seconde d'arc. Ah, mais j'ai pas tout mon écran, là. Enfin, ça fait rien. Donc, en fait, il faut avoir une résolution. Ah, voilà, c'est mieux, ça. Il faut avoir une résolution extraordinaire et un instrument d'une taille considérable. Donc, il faut avoir au moins... Alors, on va simplifier l'affaire et dire que, bon, en fait, la taille de l'instrument est déterminée par un phénomène que vous connaissez peut-être, un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être, qui est la diffraction, et elle est proportionnelle à la... Non, pardon. Le pouvoir, la résolution de l'instrument est proportionnelle à la longueur d'onde et inversement proportionnelle à sa taille. Donc, il faut avoir des tailles considérables si on veut avoir des bonnes résolutions. Et en plus, il faut avoir des très, très grandes surfaces collectrices et des temps de pause importants. Donc, pour le moment, ce n'est pas faisable. Donc, il ne faut pas trop rêver d'avoir, pour le moment, des images vraiment avec une grande résolution de planètes extrasolaires. Alors, il y a eu quelques essais, quelques tentatives qui ont réussi. Avec le Space Telescope, on a pu voir... Oh là là, pardon. Il faut que je m'habitue à ce truc-là. On a pu observer un objet qui semble tourner autour d'une étoile, et qui est probablement une planète. Mais vous voyez que pour le moment, on n'a aucune résolution sur cet objet. De même là, avec les techniques dites d'optique adaptative, on est en train d'arriver sur une étoile qui n'est pas très très loin, qui est à une centaine d'années-lumière, commencer à voir des détails dans le disque. Oh là là, dans le disque de l'étoile qui font penser probablement à des planètes. Enfin, pour le moment, nous en sommes aux méthodes indirectes. Alors, la première méthode indirecte, c'est la spectroscopie. Donc, c'est toujours ma petite animation, là. Voilà. Et donc, on utilise après, donc ce mouvement va être détectable avec ce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous connaissez l'effet Doppler. Donc, on va pouvoir mesurer la vitesse de l'étoile par effet Doppler. Et c'est ce qui avait été utilisé, c'est la méthode qui a été utilisée pour la première découverte. Et ça, c'est possible même depuis le sol. Avec les très grands instruments, on peut faire des choses comme ça. Là, je vous ai donné un exemple d'une manip qui s'appelle Sphère et qui est sur le grand instrument, sur le grand télescope de 8 mètres au Chili. Et la taille de l'homme là-dedans... Oh, c'est pas ça. Oh là 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 là. J'ai du mal là avec votre truc. La taille d'un homme, ce serait à peu près ça. Donc, ce sont des très, très gros instruments, mais ça permet d'observer des exoplanètes. Donc, c'est la méthode qui a été utilisée pour la première découverte. On peut mesurer avec ça la période et la distance à l'étoile.